Donc bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Le Coin des Joueurs et aujourd'hui je vous présente Baptiste. Bonjour. Alors est-ce que tu peux te présenter? Donc voilà, je m'appelle Baptiste Hannequin. On va dire que moi, ma passion première, c'est les cartes. Et donc du coup, quand j'étais petit, j'ai commencé à avoir toujours un petit peu des cartes dans les mains, à jouer un peu, à faire des jeux de cartes avec les grands-parents, les amis, etc. Et quand j'étais tout seul, je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose de ces cartes parce que je ne pouvais pas jouer avec les autres. Et donc j'ai commencé la magie. Voilà. Et ensuite, j'ai commencé à créer des jeux de société. Et donc voilà, c'est un petit peu mes deux passions. Et j'ai une chaîne YouTube qui réunit un petit peu les deux, qui s'appelle Le Magicien, et où j'explique un peu comment on fait pour créer des jeux de société. Est-ce que tu peux expliquer un peu ton parcours, ce que tu as fait Ouais, comme études, etc. ouais, je suis assez jeune en fait, j'ai 18 ans, donc du coup je suis encore en études. Donc j'ai fait primaire, collège, lycée. En lycée, j'ai fait plutôt. Alors en fait maintenant il n'y a plus de S, L, etc. Mais en fait on a des options. Donc j'ai fait mathématiques et physique et SES en première que j'ai abandonné. Voilà. Et aujourd'hui en fait je fais des études d'informatique pour plein de raisons qui sont un peu liées au jeu finalement. Et donc je suis en première année de licence à la fac. Et du coup, c'est quoi tes futurs projets? Bah, mes futurs projets, moi, ce que j'aimerais vraiment à terme, c'est pouvoir lier l'informatique et les jeux, finalement. Donc, ça peut être dans le milieu du jeu vidéo, mais je pense que dans le jeu de société, il y a beaucoup de choses à faire. J'ai l'impression que de plus en plus, l'informatique, elle a une part assez importante, finalement, dans les jeux. Et il y a de plus en plus d'applications. J'ai l'impression que c'est aussi une volonté des éditeurs pour plein de raisons, hein, de créer de plus en plus d'applications. Et donc finalement, j'aimerais pouvoir réussir à lier les deux. Donc mes projets, bon, dans un premier temps, je pense que ça serait d'arriver à éditer des jeux de société en tant qu'auteur. Peut-être comme métier, parce qu'être auteur de jeu, c'est quand même très compliqué. Il y en a très peu. Donc, dans un premier temps, j'espère pouvoir quand même faire un métier qui soit un peu au contact des jeux dans l'informatique. Parce que tu vas faire des études en informatique, donc à la base c'est pour devenir informaticien. Ouais. Et à côté de ça, tu ferais éditeur ou tu vois ça comment? Non, moi, ce serait plus en tant qu'auteur que Ok. j'aimerais créer des jeux. Je pense que pour créer, par exemple, des applis pour les éditeurs, c'est souvent en freelance, en fait. Je pense que, après, ça dépend, hein, je sais pas comment ça va évoluer dans les prochaines années, mais je pense pas que les éditeurs vont avoir une personne embauchée à plein temps pour faire des applis, finalement. Dans le jeu vidéo, bon, bah si, c'est sûr, mais dans le milieu du jeu de société, je pense que ce ne sera pas encore le cas. Donc, du coup, je vais essayer à côté de faire des projets un peu en freelance. Peut-être pas être. Bon, après, ça dépendra, hein, je sais pas, hein. Franchement, l'informatique, c'est tellement large. Après un master d'informatique, on peut partir dans plein de domaines différents. Donc, je vais voir. Puis aussi, ça évolue très vite. Donc, Mm. c'est assez compliqué de se projeter dans ces métiers et de savoir dans 5 ans ce qu'on va pouvoir faire finalement. Et ouais, j'aimerais bien pouvoir réussir à concilier les deux. Maintenant, je crois que chaque nouveau jeu de société qui vont sortir, il va y avoir un Ouais, QR code, qu'on va scanner le QR code et qu'on va avoir les règles de jeu de société dessus. bah oui, Je pense que ça va devenir commun. Et c'est sûr. donc, après, tu as eu l'idée, à mon avis, ça serait de pouvoir créer le QR code, ou alors que les auteurs, justement, ils soient liés avec un informaticien qui dit, ben, là, tu vas créer, tu vas Ouais. expliquer les règles. Ouais, je sais pas comment ça pourrait se faire, mais... Ben, par exemple, pour les QR codes, etc., déjà dans mes protos, finalement, quand je montre à des éditeurs, j'ai déjà un QR code pour qu'ils aient les règles en PDF, quoi, et qu'ils puissent les imprimer pour les donner peut-être à quelqu'un d'autre, ou s'ils ont perdu leur exemplaire, ou s'il leur manque un élément du matériel, ou pour avoir les différentes mises à jour du jeu, finalement. En fait, par exemple, pour prendre un exemple tout bête, pour bien comprendre à quel point l'informatique, ça pourrait être utile pour les jeux, ça coûte super cher, par exemple, de produire un sablier. C'est un élément tout bête, il y en a dans plein de jeux et ça coûte très cher à produire. Ça fait vachement augmenter finalement le prix du jeu pour pas grand-chose. Dans un jeu d'ambiance, on n'a pas envie de le payer trop cher, généralement. On pourrait tout simplement imaginer une application qui fait sablier. Et en fait, c'est même encore mieux parce que le sablier, il faut qu'il y ait quelqu'un qui le surveille, quelqu'un qui le regarde. Si on oublie, ça peut gâcher la partie. Alors que si on avait une application, il y aurait juste un petit bip sonore qui ferait que
eh bien, voilà, on peut savoir quand c'est la fin du temps. Mais même pour la musique, après, on pourrait imaginer des usages nouveaux, hein. On Mm. pourrait avoir une musique d'ambiance dans chaque jeu. Peut-être que pour le scoring, ça serait beaucoup plus simple. Juste en scannant, on pourrait compter directement les points. On pourrait aussi imaginer, même plus tard, que le gameplay du jeu soit directement lié à l'application, un peu comme dans Unlock. Même la musique, elle pourrait évoluer en fonction de ce qui se passe dans le jeu. Peut-être que l'appli pourrait reconnaître quand il y a une phase de combat et mettre une musique beaucoup plus épique que quand on a une phase où on retourne au village récupérer de l'équipement, par exemple. Donc moi, je pense vraiment que ça pourrait être très, très bénéfique pour Mm. enrichir l'expérience finalement des joueurs d'avoir Ouais, ouais. des applis. Mais tu vois, je me mets à la place des auteurs que ils ont créé un jeu de société et puis ils se Ouais. disent oh là là, faut que je me prenne en vidéo en train d'expliquer les règles, il faut que j'écris les règles alors que en fait, tu dirais bah, à un informaticien s'il te plaît, est-ce que tu peux me faire le montage vidéo et en PDF et que les gens quand ils font le QR code, soit ils ont accès à la vidéo soit au PDF et qu'ils découvrent les règles comme ça quoi. Ouais, ouais, clairement, clairement. Ça pourrait être, bah oui, ça pourrait être super. Après, je sais pas à quel point les auteurs auront envie, avant le processus d'édition, de travailler comme ça avec d'autres personnes, parce que ça impliquerait forcément des coûts, je pense. Donc, je sais pas si ça va se faire, mais peut-être, hein. Peut-être que ça peut être une prestation, ouais. Le jeu traitera à bord qu'on peut scanner le QR code et puis en fait tu tombes Ouais. direct sur la vidéo puis il t'explique en 3 minutes le Mm. jeu de société. Une blogueuse pro qui fait un blog sur le jazz et qui a créé le jeu de société Jeu des sept familles pour apprendre le jazz. Oh, Et ok. il y a des cartes en trop dans son jeu et en fait elle a Ouais. mis des QR codes des musiques justement qui sont en Ah, trop lien bien. avec les différents types de jazz. En fait, elle me dit l'idée, elle est venue parce qu'en fait, il y avait des cartes en trop. Ouais, mais franchement, c'est génial. Je pense, pareil, la musique, je pense que ça va être quelque chose. Ça paraît anodin, mais dans les films, c'est tellement important. Dans les jeux vidéo, c'est tellement important. Je vois pas pourquoi ça ne le serait pas dans les jeux de société, hein, clairement. Bah, je sais pas si tu as joué au jeu Hitster ou pas du tout. Non. Ça te dit rien? Tu as une petite carte avec une année 1963. On te fait écouter une musique et tu dois dire si elle est avant 1963 ou après 1963. Hmm. Et en Ok. fait, tu commences à créer une chronologie des différentes musiques. Et ça plaît à tout le monde. Et moi, ça m'a plu en premier parce que je m'étais dit, oh, Ouais. pas encore un blind test où je vais pas être bonne parce que je reconnais la musique, mais les autres, ils sont Oui. que moi. Et là, pour le coup, les années, personne ne sait les années des musiques. Et du Bah, coup, c'est ça fait sûr. tout le monde à la même base. Et donc, tout le Hmm. monde a la chance de pouvoir y jouer, de pouvoir le faire, quoi. Ah ouais, mais clairement, ça a l'air vraiment bien, hein. Il faudra Ouais, que je ouais. regarde. Et du coup, bah, en fait, tu scannes un QR code, tu écoutes la musique, enfin, tu fais écouter la musique à tout le monde, et puis tout le monde doit deviner avant ou après, mais Ouais. tu as besoin Ok. de téléphone, quoi. Quels sont les jeux de société que tu as déjà créés ou que tu veux créer? Bon, pour expliquer rapidement un petit peu aux personnes qui nous écoutent, en fait, il y a des festivals de jeux. Et c'est à ce moment-là, généralement, qu'on présente nos prototypes. Si on a eu des rendez-vous avant, pour avoir des rendez-vous, il faut faire des démarches par mail à des éditeurs. Un des plus gros festivals, c'était Cannes, et c'était il n'y a pas très longtemps. Mm. Et j'ai présenté 3 prototypes à Cannes. Donc, moi, je fais plutôt des jeux généralement familiales. Voilà. Donc, un peu initié de temps en temps, mais généralement, c'est plutôt familial. Celui qui est le plus avancé de mes prototypes, c'est un jeu dans lequel on est des aventuriers ou des aventurières. C'est coopératif. Et notre objectif, c'est pas de sauver le monde. Notre objectif, c'est juste d'être célèbre. Et pour ça, on va affronter des boss du type un dragon, euh, une sirène, avec les armes les plus débiles possibles. Parce que si on arrive à gagner un dragon avec une petite cuillère, ça nous rend très très célèbre. Et donc, du coup, c'est un jeu un peu de prise de risque. C'est-à-dire qu'on va se dire, OK, ce tour-là, je le sens bien, j'y vais avec une petite cuillère et un cure-dent. Ou ce tour-là, bon, ça va être dur, j'y vais avec une super épée magique. Bon, mais ça me rend un peu moins célèbre, quoi. Ça, c'est un de mes prototypes le plus avancés. Pour l'instant, j'ai pas encore de jeu où j'ai réussi à signer des contrats. Après, ça fait pas si longtemps que je crée des jeux aussi. Et j'essaye, enfin, on y reviendra peut-être après, mais en fait, j'essaye de créer beaucoup de prototypes à la fois pour m'entraîner. Parce qu'en fait, je débute un peu finalement. Allez, ça fait peut-être 1 ou 2 ans que j'essaye de vraiment m'y mettre. Avant, c'était un peu comme ça, par passion de temps en temps, mais là, j'essaye vraiment ouais, de créer beaucoup de jeux. Et donc, je crée plein de projets différents pour pouvoir vraiment m'entraîner.
et pas rester bloqué sur une idée et jamais arriver à finir mon jeu. Je pense que c'est une erreur que font beaucoup d'auteurs ou d'autrices quand ils débutent. C'est comme le dessin finalement. On va pas se dire, OK, bon, bah, je vais commencer à peindre la Joconde. Non, on commence par essayer de faire des petits croquis, par essayer de faire des premiers dessins. Et petit à petit, ça va augmenter nos compétences. Et ben en fait, pour le game design, pour créer des jeux, c'est la même chose. Faut s'entraîner, quoi. Et donc, c'est un peu ce que j'essaie de faire. Ok, Je sais donc pas si ça répond à la question, j'ai un peu si, si, dérivé si. peut-être, mais Si, si, parce qu'en fait, c'est ce que tu expliques, tu as créé un premier jeu, un premier ouais, prototype, tu l'as ouais. présenté, à mon avis, ils ont dit, bah, sans plus, et puis en fait, tu as des retours dessus, et dessus, bah, tu crées à partir de là un nouveau prototype. Ouais, bah là il y a là il y a mes prototypes, ça tombe bien. Donc voilà, j'essaie de créer plein de jeux différents pour ouais, pour m'entraîner puis aussi pour voir ce qui me plaît. Des fois, on peut avoir une très bonne idée, finalement je fais le prototype, ça marche pas. Des fois, il y a une idée où je me dis bon, je la sens pas mais je teste quand même et finalement le jeu est beaucoup mieux que ce que j'espérais. Donc je pense que c'est important quand on crée de rester ouvert à Mm. beaucoup d'idées. Alors oui, on a tous des rêves, des objectifs. Certains, par exemple, souvent quand les gens veulent écrire un livre, par exemple, ils ont une histoire bien précise en tête, ils veulent raconter une histoire de cette façon. Bah, finalement, ils le font jamais parce qu'ils n'ont rien écrit d'avant. Et en fait, il faut s'entraîner à écrire, il faut s'entraîner à créer des jeux. Je pense que le processus de création, il passe par ouais, beaucoup de phases où on va avoir beaucoup d'échecs. On est obligé de passer par ces phases-là pour finalement réussir à sortir un projet un jour. Mm. Enfin, bon, c'est mon avis. Après, Est-ce que après tu je peux, débute. Donc, bon. est-ce que tu peux donner un exemple concret? Ouais, par exemple, mon tout premier jeu, bah, en fait, moi, je suis aussi tombé un peu dans ces erreurs-là parce qu'au tout début, mon tout premier jeu, bon, j'étais jeune, hein, j'avais 10 ans, je crois, et je voulais faire un jeu sur le thème des sports de rue. Enfin, ça devait être inspiré un peu par foot de rue à l'époque que je regardais, je pense. Mais je voulais faire un jeu sur ce thème-là qui mélangeait un petit peu stratégie et habilité. C'était vraiment mon tout premier projet, mais projet presque un peu sérieux pour moi parce que je sais pas pourquoi, même à 10 ans, je me disais que mon objectif, ce serait qu'il soit dans les magasins, quoi. Je savais pas comment on faisait pour éditer un jeu, mais c'était mon objectif. Donc je commence, je crée le jeu, je teste, ça marche pas, j'essaie d'en faire une nouvelle version, je reteste, j'essaye de demander un peu des conseils à mes parents, à mon entourage, à des gens qui s'y connaissent un petit peu en jeu. Et finalement, je me suis retrouvé jusqu'à mes 14 ans, je pense, à avoir ce seul jeu. C'est-à-dire que j'avais un seul jeu. Bah, en fait, je me suis rendu compte que l'idée de base était pas géniale, quoi. Et donc, bon, alors évidemment, c'était pour m'amuser que je faisais ça, mais je pense que c'est important de pouvoir passer sur d'autres projets. Et ce projet, il m'a beaucoup aidé parce qu'aujourd'hui, il y a plein de petits concepts que j'avais compris. Qu'est-ce que j'avais compris pour donner un peu des exemples concrets à l'époque? Bah, par exemple, j'avais compris sur l'équilibrage. C'était un jeu de cartes. Et donc, en fait, c'est quelque chose de tout simple hein, qu'on comprend assez rapidement quand on crée des jeux. Mais s'il y a une carte trop forte, et une autre qui est trop faible, bah, ça va déséquilibrer la partie et du coup, ça va entraîner un peu de la frustration autour de la table parce qu'une personne va gagner alors qu'elle ne le mérite pas quelque part. Donc, il faut essayer comme ça d'avoir des cartes un petit peu équilibrées. Mais si nos cartes, elles seront trop équilibrées, finalement, il n'y a plus aucun sel dans le jeu parce que quand on tire une carte, bon, on s'en fiche un peu de ce que c'est. Donc, il faut essayer de trouver des subtilités. Bref, plein de choses comme ça que j'ai réussi à comprendre avec ce premier jeu. Et au final, ça m'a appris énormément de choses, mais jamais je reprendrai ce projet. Je pense que c'était pas une bonne idée. Maintenant, je suis passé sur d'autres projets, mais ça m'a beaucoup appris. Et donc voilà, c'est un peu un exemple concret pour dire que c'est important de s'entraîner, de créer des jeux, et que ça peut beaucoup nous apporter finalement par la suite, même si on finit pas nos projets. Et du coup, à Cannes, tu étais dans les soirées off tous les soirs? Cette année, j'ai pas fait les Huffs de Cannes. Alors, bon, pour expliquer un peu les Huffs, du coup, c'est un endroit où il y a plein d'auteurs et d'autrices qui peuvent présenter leurs jeux Mm. à Cannes. Bon, cette année, c'était payant, d'habitude, c'était gratuit. En fait, je suis pas allé cette année parce que ça finit très tard et que globalement, après, je vous conseille de y aller s'il y a d'autres auteurs ou autrices qui nous écoutent. Je vous conseille de y aller juste pour faire tester des prototypes, mais espérez pas vraiment rencontrer des éditeurs parce qu'il n'y a pas beaucoup d'éditeurs au F parce que en fait, ils ont vécu un peu beaucoup de mauvaises expériences d'un auteur ou d'une autrice qui leur dit oui, j'ai un jeu, ça dure 10 minutes, venez tester. Ils s'assoient à la table. Finalement, le jeu, il dure 1 heure, il n'y a rien qui marche. Et ils se font un peu prendre en otage comme ça par beaucoup d'auteurs ou d'autrices. Donc, du coup, c'est vrai que c'est pas le lieu où on rencontre le plus d'éditeurs. Donc moi je préfère prendre mes rendez-vous à l'avance. J'ai pas envie de faire perdre mon temps aussi à des éditeurs. Donc je préfère d'abord leur faire une vidéo,
qui peut voir un peu les bases du jeu, qui peut voir si c'est un projet qui peut les intéresser et qu'on en discute, qu'on prenne le temps pour, que si c'est vraiment quelque chose qui les intéresse, quoi. Je pense que sur le long terme, c'est mieux parce que du coup, maintenant, je sais que quand je connais un éditeur, si je lui envoie un jeu, je sais qu'il va le regarder. Parce que même s'il n'est pas sûr que je l'intéresse ou quoi, il sait que voilà, moi je ne suis pas là pour lui faire perdre son temps, que je vais pas le prendre dans un piège en lui disant oui, ça dure 10 minutes alors que ça dure 2 heures et demie. Donc ouais, j'ai pas fait les off de Cannes un peu pour cette raison, pour être en forme pour les rendez-vous le lendemain. Par contre, c'est bien si on veut juste avoir des retours plus enfin ouais, de joueurs ou de joueuses, c'est vraiment bien. Si c'est votre objectif, s'il y a certains de vos jeux qui sont pas encore bien finis, que vous voulez des retours, les œuvres de Cannes, c'est un très bon exercice hein, pour. T'as fait tester tes jeux à beaucoup d'éditeurs? T'as présenté à beaucoup d'éditeurs ou... Cette année, j'avais 5 rendez-vous, Ah voilà, ouais. à Cannes. Ça s'est plutôt bien passé. Cette année, je savais que mes jeux manquaient un tout petit peu de travail et de test, justement. C'était pas encore tout à fait fini, donc j'espérais pas signer sur ce festival-là, mais j'allais plus pour avoir le ressenti des auteurs. Et si possible, pour moi, la meilleure situation qui pouvait arriver, c'était que l'éditeur me dise, OK, le projet nous intéresse, c'est pas fini, renvoie-nous une version quand ça sera un petit peu plus avancé, parce que c'est quelque chose qui peut nous intéresser. C'est arrivé pour la plupart de mes rendez-vous, pour 4 rendez-vous sur les 5. Donc, du coup, je suis plutôt content. Moi, franchement, c'était au-dessus de mes objectifs. Ouais, je suis plutôt content de ce Scan. Mais C'était c'est plutôt le bien. même jeu que t'as présenté aux 4 éditeurs? Non, c'est 2 jeux différents que j'ai présentés. Après, il y a certains éditeurs où j'ai présenté. Enfin, en fait, oui, non, j'ai amené 3 jeux. J'avais des rendez-vous que pour 2 jeux, mais des fois, quand on a un peu le temps, je peux présenter mes autres jeux finalement à l'éditeur parce que en discutant, je me rends peut-être compte que ce qu'ils cherchent, c'était peut-être pas un jeu famille comme je pensais, mais un jeu peut-être un peu plus initié. Du coup, je dis, OK, bah, j'ai le jeu un peu plus initié que je peux vous montrer. Donc, oui, finalement, j'ai présenté. Bon, à certains, j'ai présenté que le jeu pour lequel j'avais un rendez-vous, mais à d'autres, j'ai pu présenter les 3. Est-ce que tu peux expliquer comment tu crées ton prototype? Beaucoup de choses à dire. Je pars déjà d'une expérience. Généralement, c'est un peu compliqué à décrire parce que je pars pas d'un thème, enfin, ça peut arriver, mais je pars pas d'un thème, du matériel ou d'une mécanique. Je pars plutôt d'une expérience que j'ai envie que les gens vivent autour d'une table. Donc, plus des sensations de jeu finalement que ouais, des mécaniques ou d'autres choses. Souvent, c'est des expériences même que j'ai vécues dans la vie de tous les jours. Pour donner un exemple concret, bah tiens, parce que ça rejoint Cannes. Au Cannes, c'était pas à ce Cannes-là, au Cannes de l'année dernière. Et je discutais bah, avec ma mère d'ailleurs. Et on discutait. Et à un moment, elle me dit, ah, attends, quand même, la file d'attente pour Cannes, elle est super longue, etc. Il faudrait trouver un moyen de gruger la file, on va dire. Et donc, on est parti un peu en délire sur ça. Et je me suis dit, oh, cette sensation-là est trop bien. Cette sensation d'inventer des plans complètement débiles pour contourner une règle, je la trouvais vachement intéressante. Et je me suis dit, il y a peut-être de quoi en faire un jeu. Il y a peut-être de quoi ressentir cette même émotion autour d'une table, finalement. Et donc, j'ai essayé de faire un proto qui s'appelle Anti-Sèche sur ça. Et donc, le but, c'est de trouver des combines pour tricher, finalement. Donc, les plans les plus débiles possibles. Donc, je pars souvent de ça. Et ensuite, une fois que j'ai cette idée, j'ai cette sensation, j'essaye de poser des règles, des mécaniques, de voir quel matériel pourrait aller avec, de voir quel thème pourrait aller avec. Donc, je prends une feuille, en fait, même je prends plein de feuilles, j'étale un peu tout ça par terre et j'essaye d'écrire le plus de choses possible. Vraiment, c'est l'étape où je me limite le moins. Donc, c'est pour ça que je prends des feuilles blanches. Il n'y a même pas de ligne pour me limiter ou quoi. J'essaye de vraiment ouais, pouvoir avoir le plus de liberté possible. J'essaye d'avoir du matériel sous la main si c'est possible, si j'ai des cartes, des cubes, si j'ai même de la pâte à modeler. Ça peut être intéressant pour pouvoir avoir des petites figurines, des petits trucs. Et donc, j'essaye de noter un maximum de choses. Je prends tout en note pour pas oublier parce que, bah, en fait, il y a plein d'idées qui me viennent d'un coup. Alors, plein d'idées pas pertinentes, mais ça se trouve, il y a des petites idées qui après, je peux me dire, ah, peut-être que ça, c'était intéressant finalement, il faut peut-être que je le garde. Donc, je note tout. Ça, c'est ma première étape. Ma deuxième étape, c'est de voir qu'est-ce qui pourrait aller ensemble. Parce que bah, des fois, dans toutes ces idées, à un moment, je me suis dit, OK, ça pourrait être un jeu coopératif. Et il y a une autre idée qui me dit, OK, ça pourrait être un jeu compétitif. Bon, on voit tout de suite que les deux ne peuvent pas aller ensemble. Donc là, je vais me dire, OK, qu'est-ce qui pourrait aller ensemble? Donc là, j'essaye de dégager un peu les idées qui vont ensemble. Et ma troisième étape, généralement, c'est de supprimer des idées.
Parce que j'ai plein d'idées qui vont ensemble, mais j'en ai trop, souvent. Ça, je pense, c'est un conseil aussi qui est assez important que j'ai compris sur mes premiers protos, c'est que il faut toujours épurer le plus possible un jeu. C'est-à-dire qu'un jeu fini, c'est un jeu qui a le moins de règles possible. Si on peut enlever un truc, on l'enlève. Ça donne des jeux, en fait, beaucoup plus élégants, on va dire. Donc, du coup, j'essaye déjà d'éliminer des idées qui me paraissent pas pertinentes. Une fois que j'ai fait ça, je note les petites choses qui peuvent me manquer. Des fois, j'ai peut-être pas le but du jeu encore. Peut-être que je ne l'ai pas noté dans toutes mes idées, donc j'essaie de trouver un but du jeu, j'essaie de trouver les petites idées qui me manquent. Et une fois que j'ai tout ça, alors bon, des fois ça prend du temps, hein, je ne le fais pas comme ça en 10 minutes, hein, des fois ça peut prendre plusieurs semaines parce que bah, des fois il manque le but du jeu et je ne le trouve pas sur l'instant présent, donc je reprends plus tard. Et ben, une fois que j'ai tout ça, j'essaye d'en faire un premier prototype à la main, sur des cartes écrites n'importe comment, avec des icônes moches que je dessine sur des bouts de papier blanc. Je teste tout seul en fait le jeu. Et dès que j'arrive à faire quelques tours, j'essaye de faire quelques tours avec une autre personne. Généralement, c'est des proches. Souvent, c'est ma sœur, par exemple, qui teste mes premiers protos. Ça peut être des amis proches aussi, mais vraiment très, très proches. C'est-à-dire que je ne fais pas tester à n'importe qui cette version parce qu'on ne peut même pas faire une partie finalement. Donc, c'est vraiment juste pour voir vite fait comment ça se passe. Et une fois que j'ai fait ça, j'essaie d'en faire un vrai prototype par informatique. Donc, du coup, j'essaye vraiment de faire mes cartes, d'imprimer, de faire des belles impressions. Et après, je vais le faire tester à d'autres personnes. Ça peut être des amis un peu plus éloignés, ça peut être sur des festivals de jeux, comme au F de Cannes par exemple, ça peut être dans des cafés-jeux. Il y a des... Moi, je suis à Grenoble, il y a le Café des Jeux à Grenoble qui organise des soirées proto. C'est incroyable. Et donc, je peux faire tester directement aux gens. Donc voilà, c'est un peu ma méthode. Bon, après, c'est beaucoup de tests, de retests, de modifications. Et c'est très long, hein, souvent, de créer un jeu. On s'en rend pas compte, mais quand on met cumulé toutes les heures qu'on y a passées, c'est vraiment beaucoup de travail. Plus que ce qu'on pourrait imaginer au départ. Ça fait combien de temps que tu vas au Festival de Cannes? C'était la quatrième année. Cette fois, j'étais allé avant le Covid. C'était la première fois que j'allais à Cannes. Ensuite, donc là, juste en tant que joueur, hein, à ce moment-là, même si j'avais un petit peu parlé aux éditeurs pour récupérer un petit peu des petites informations, parce que au début, on ne sait pas bien comment on fait, hein, pour contacter un éditeur, comment ça se passe l'édition d'un jeu. Donc j'essayais bon, de savoir un peu de trois trucs, mais c'était surtout pour jouer au jeu. Après, il y a eu le Covid. C'est là que j'ai vraiment commencé à créer un petit peu des jeux. Après, j'y suis allé encore une fois en tant que joueur. Et ensuite, il y a eu, ça, on pourra peut-être en parler, le bootcamp Grug Game. C'était une formation pour être auteur de jeu. Et du coup, j'ai participé au bootcamp de Grug Game. Et je les ai rencontrés justement à ce deuxième festival de jeux. Et c'est comme ça qu'on a discuté un petit peu. Mais après, là, les deux derniers festivals de Cannes, bah, où j'y suis allé en tant qu'auteur. Du coup, pas cette fois-ci, mais la fois juste avant. C'était la première fois que je montrais mes jeux à des éditeurs. Ouais, c'était il y a à peu près un an, du coup. Rebondir sur la formation, est-ce que tu peux en parler un Ouais, peu plus? en fait, c'était Grugame. Donc, c'est un éditeur de jeux de société, une maison d'édition qui est sur Grenoble. En fait, j'étais allé les voir à Cannes. Alors, en fait, mon idée au début, c'était qu'en fait, ce que j'arrivais pas encore bien à comprendre, c'est comment ça marchait l'édition d'un jeu. C'est-à-dire, quand on contacte un éditeur, j'avais l'impression que tout le monde disait des choses un peu différentes. Certains disaient oui, mais il faut directement aller les voir. D'autres disaient non, il faut leur envoyer des mails. D'autres disaient il faut aller au festival de jeux. Ben, j'y allais, mais comment on fait au festival de jeux? Est-ce qu'on va leur parler? Est-ce que... Bon, je savais pas trop. Donc, mon idée, vu qu'ils étaient de Grenoble, Grugame, et que bah, j'étais assez jeune à cette époque, j'avais 16 ans. Et donc, mon idée, c'était de pouvoir faire un stage, un stage de troisième, un stage de, je sais pas, j'étais en seconde, ouais, c'était un stage de seconde chez Grugame. Et comme ça, je me disais, bah, si je fais un stage chez eux, une semaine, je pourrais comprendre un peu comment ça fonctionne, l'édition d'un jeu. Bon, finalement, ils m'ont dit qu'ils ne faisaient pas de stage, donc dommage. Par contre, ils m'ont dit qu'ils faisaient une formation pour devenir auteur de jeux de société. C'est une vraie formation, hein, une vraie formation professionnelle. Donc, ça coûte le prix d'une vraie formation professionnelle. Donc, moi, je suis en mode, bon, bah, c'est cool, mais je pourrais jamais me la payer. Mais bon, voilà. Puis, j'ai cette idée en tête. Ils font la première édition de cette formation. Finalement, ils font la seconde édition. Et je vois passer ça sur les réseaux sociaux. Puis, je réfléchis. Puis, je me dis quand même, finalement, j'ai le temps quand même pendant l'été. Je faisais rien pendant l'été. Je me suis dit, enfin, je travaille un petit peu toujours pendant l'été, mais je me suis dit, ouais, si je travaillais un mois, 2 mois cet été, et puis que je me payais la formation, finalement. Bah, en fait, c'est ce que j'ai fait. Du coup, je me suis payé la formation et j'ai pu y participer. Et c'était 4 jours. C'était une expérience vraiment géniale. Franchement, j'ai adoré. J'ai rencontré des super personnes. Il y avait du coup 9 autres auteurs, autrices de jeux, pareil, qui participaient à la formation. Franchement, les 9
allez, on va dire peut-être 8 7 8 personnes sur les 9. Je les connais super bien maintenant et on s'écrit quasiment tout le temps. On partage plein de choses ensemble. On fait même des jeux ensemble finalement. Donc on crée des jeux à plusieurs. On a même fait une game jam. Donc c'est un concours de création de jeux où on a fait carrément une team bootcamp. Et donc vraiment, même ceux du premier bootcamp, maintenant je les connais aussi. C'est vraiment des personnes géniales. Et donc, ouais, c'était vraiment une très, très belle expérience qui m'a appris beaucoup de choses. Donc, du coup, ce qu'on a fait à la formation, plus exactement, le premier jour, c'était un petit peu théorique sur comment un jeu était édité. Donc, quel était le rôle d'un éditeur, quel était le rôle d'un auteur ou d'une autrice. Pareil, l'illustrateur ou l'illustratrice, la personne qui fait le design aussi, c'est pas la même personne. Et ça, c'est des choses qu'on comprend pas très bien au début. Donc, on est un peu revenu sur tout ça. Et on devait arriver avec un prototype, donc un de nos prototypes, sur lequel on allait travailler et surtout appliquer ce qu'on allait voilà, nous apprendre pendant la formation. Donc, je suis arrivé avec un de mes prototypes. L'après-midi, on a commencé à essayer de rédiger des mails comme si on contactait un éditeur pour mettre un peu en pratique ce qu'on avait vu le matin sur comment ça fonctionnait, comment l'auteur contactait un éditeur, etc. Le lendemain matin, on faisait une sorte de mise en scène, un peu comme si on faisait un rendez-vous avec l'éditeur une fois qu'on l'avait contacté. Et donc, on devait présenter notre prototype. Alors moi, vu que je suis magicien, c'est un exercice qui me parlait bien et que j'ai même vraiment adoré de pouvoir présenter mon prototype, de pouvoir en parler. C'était pas, mais je sais que pour les autres, ça a été un exercice assez stressant parce que bah, il y avait tout le monde qui nous regarde et c'était assez marrant de faire ça. Comme ça, on a aussi pu voir un petit peu les autres prototypes des autres personnes finalement. Donc, on a fait une sorte voilà, de faux rendez-vous éditeur avec Grugame, du coup, donc avec Florian et Céline, ceux qui ont Grugame. Ensuite, l'après-midi, ils ont testé nos jeux, nous ont fait des retours. C'était un peu ça pour les prochains jours. Et c'était ponctué, en fait, à chaque fois de petits moments. Il y avait des interventions. On a eu des interventions, par exemple, de Valériane sur le design, comment on pouvait faire un design bien pour notre prototype. On a eu des interventions de Théo Rivière, donc un auteur de jeu. Mais je crois que tu avais fait l'interview de Théo Rivière. Ouais. Ouais, j'ai vu passer, j'ai regardé un petit bout. Bah, du coup, voilà, Théo Rivière, il était au bootcamp. Super gentil, hein, Théo Rivière, vraiment. Auteur incroyable. Il nous a fait des retours pareil sur nos prototypes. Il a fait des petites interventions sur lui, son parcours, comment il crée des jeux, etc. On a eu des interventions sur l'aspect un peu promotion aussi du jeu avec Adrien, qui lui gère un petit peu tout ce qui est publicité, marketing un petit peu. Et donc, comment on pouvait faire un peu la promotion de nos jeux, etc. Un peu tout l'aspect communication finalement. On a eu plein de petites interventions comme ça, ponctuées par des tests de prototypes. C'était très intense. Vraiment, vraiment très intense. C'est-à-dire qu'on commençait, je crois, à 8 heures. Ouais, même peut-être un peu avant. Et honnêtement, on finissait, c'était 2 heures du mat, quoi. Mais on finissait vraiment à 2 heures du mat. C'est-à-dire que même si techniquement ça finissait avant, ça finissait plus vers 20 heures, etc. Après manger, en fait, on continuait à tester des jeux des autres, on continuait à parler, on continuait à créer des jeux. J'ai eu l'impression de passer des semaines entières en 4 jours. Ouais, mais t'as eu le temps de dormir quand même. Ouais, ouais, j'ai eu un peu le temps de dormir, ouais. Surtout après les 4 jours, hein, quand même. Après, je devais Ok. retourner en cours, et là, c'était c'était dur. Du coup, quelles sont les difficultés que tu as rencontrées quand tu crées un jeu de société? Bah là, les difficultés que je rencontre actuellement, parce que, bon, de toute façon, la création, c'est que des rencontres de difficultés, hein. On est sans cesse confronté à des difficultés, sinon bah, on arriverait à faire des jeux tous les jours. Donc là, la difficulté que je rencontre vraiment actuellement, c'est que justement, comme je suis sur plein de projets à la fois, que je me suis dit, OK, je suis jeune, je peux m'entraîner, je peux faire plein de jeux, c'est pas grave si je perds 1 ou 2 années, que j'édite pas mon premier jeu tout de suite, que je suis sur plein de projets à la fois, je sais très bien commencer les idées. C'est-à-dire que dès que j'ai une idée, j'arrive tout de suite à faire un prototype qui marche à peu près. Ce qui est compliqué, c'est pour finir le jeu. C'est-à-dire que bah, une fois que mon prototype il marche, ok, on peut faire une partie, ok, les gens trouvent ça cool. J'ai l'impression que mon prototype est bien. J'essaie de faire quelques modifications pour améliorer encore, mais j'arrive pas à passer l'étape du au-delà d'être un prototype bien, c'est un jeu fini quoi. Et c'est un jeu où vraiment il n'y a plus aucun détail qui coince, où toutes les parties sont aussi bien, où il n'y a pas une ou des fois en fonction du tirage, ça marche pas trop, où il n'y a pas des petites exceptions de règles bizarres. C'est vraiment sur cet aspect-là de réussir à finir mes jeux où j'ai du mal parce qu'en fait c'est quelque chose que j'ai quasiment jamais fait, je me rends compte. Donc du coup là, je pense qu'après Scan, c'est aussi des retours que j'ai eu hein, de certains éditeurs qui m'ont dit ça.
qui m'a aussi fait prendre un peu conscience de ça. Je pense qu'après Scan, je vais vraiment essayer de finir mes prototypes. Je vais me concentrer sur un jeu, bah, celui que j'ai pitché tout à l'heure. Je vais me concentrer sur ce jeu-là. En mai, je sais qu'il y a le festival de Toulouse, je vais essayer d'y aller. Je vais essayer de le présenter en mai et là, j'espère avoir une version finie. Là, mon objectif, ce sera pas que d'avoir un retour d'éditeur qui me dit OK, l'idée est cool, de peut-être essayer de signer un contrat, quoi. Bon, c'est mon objectif, je pense maintenant, à partir de maintenant, c'est de réussir à finir mes jeux. Est-ce que tu as Mais la difficulté ou la peur de, tu sais, d'avoir ton idée, de créer ton jeu ou ton prototype et te dire, mince, il ressemble énormément à un autre jeu? surtout au début. En fait, au début, j'avais un peu du mal à créer des mécaniques que je trouvais. En fait, au début, je voulais faire des jeux un peu. Moi, même encore maintenant, finalement, mais faire des jeux un peu trop original. Dès que j'avais une idée, je voulais que ce soit vraiment très, très original, que ce soit quelque chose qu'on n'ait vraiment jamais vu. C'est compliqué. Et en fait, souvent, je pense qu'on a un peu cette peur au début en fait, même pour chaque prototype, je me dis, ouais, ok, ça ressemble un peu à ça qui existe déjà. Mais finalement, dès qu'on va commencer à faire des tests, dès qu'on va se dire, OK, en fait, mon idée, elle est bien pour ça et c'est ça qui la différencie des autres, dès qu'on va commencer à connaître vraiment son prototype, on va arriver à se détacher de ce qui existe déjà. Et finalement, sur mes jeux, quand ils commencent à être un peu finis, c'est très rare que je me pose cette question de est-ce que ça existe déjà. Et finalement, cette question, elle peut se poser que au moment où je fais mon premier prototype, qui, pour le coup, ressemble à des choses qui existent déjà, mais je pense pas que c'est un mal. En fait, toutes les mécaniques se ressemblent un peu, hein, un jeu, je sais pas moi, un jeu de deck building, ça reste un jeu de deck building, mais il va toujours apporter une expérience. Enfin, tous les jeux de deck building ont une expérience qui est quasiment la même finalement. Mais à chaque fois, il va y avoir des subtilités. Il va y avoir une petite mécanique en plus, un thème qui fait que, en fait, ces subtilités, on les trouve, je pense, en avançant dans le projet. Donc, je pense que c'est pas trop une peur que j'ai actuellement. Puis, au pire des cas, s'il y a quelque chose qui ressemble trop, je passe sur une autre idée. Je reste pas bloqué dessus. Et je pense que les idées, c'est pas le plus dur à trouver. On n'a pas l'impression quand on commence, enfin au début quand on commence, on se dit, waouh, je vais jamais avoir d'idées. Quand on commence à noter, en fait, finalement, des idées, on en a plein. Ce qui est dur, c'est de réussir à faire des protos et des jeux qui fonctionnent. Ça, c'est vraiment, vraiment très dur. Et t'es tout seul ou des fois t'as créé des prototypes à plusieurs? Alors, j'ai essayé un peu de créer à plusieurs. J'ai fait le premier jeu que j'ai créé à deux, c'était avec ma sœur, un jeu qui s'appelle Psychologie. Donc, en fait, c'est un jeu qui reprend un peu les tests de personnalité. Donc, on a d'abord une personnalité, par exemple, je sais pas, quelqu'un de timide, quelqu'un d'extraverti, etc. Et ensuite, il va y avoir des questions et on va devoir essayer de répondre à ces questions en faisant correspondre notre réponse à notre personnalité. Par exemple, je vais prendre un exemple vraiment tout bête. Si la question c'est est-ce que vous allez parler à ce groupe de personnes alors que votre personnalité c'est timide, bon, bah, la réponse est non. Voilà. Et si on arrive comme ça à faire correspondre, à faire matcher le plus possible notre personnalité à nos réponses, eh bien on va gagner plus de points. Et il y avait un peu tout un aspect narratif, un peu histoire. Et ma sœur, elle est vraiment très 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 douée pour écrire des histoires. Vraiment, j'ai rarement vu des personnes qui étaient aussi fortes. Et donc, du coup, j'ai voulu faire ce jeu avec elle parce qu'il y avait tout un aspect où on devait raconter un peu une histoire, des situations, etc. Et finalement, c'est ça qui est assez drôle dans la création à plusieurs, c'est qu'elle m'a apporté des idées de mécanique. Donc, elle a changé des mécaniques du jeu. Elle me dit, mais on pourrait faire comme ça pour les mécaniques. Ouais, ma sœur m'a apporté les idées de mécanique. Et finalement, je lui ai apporté aussi des idées pour le scénario et pour l'histoire. Et je pense que c'est ça qui est génial dans la création à plusieurs, c'est que chacun s'enrichit. Et donc, même si au début, on avait un peu notre domaine de prédilection, on a pu comme ça vraiment, finalement, en fait, je pourrais pas dire que c'est elle qui a écrit l'histoire et je pourrais pas dire que c'est moi qui ai créé la mécanique du jeu. En fait, on a juste fait le jeu à deux. Et ça qui est vraiment très beau dans la création de plusieurs. On sait, même, finalement, je ne sais même plus quelles idées viennent de moi et quelles idées viennent de elle. J'ai aussi fait des jeux avec les personnes du bootcamp. Donc, on a quelques projets en cours, bah, notamment celui que je peux dire, c'est un jeu qu'on a fait lors d'une game jam. Donc, c'est un concours de création de jeux de société. On était quatre, du coup, avec trois autres personnes du bootcamp. On a créé un jeu en 48 heures. C'était la contrainte. Finalement, ouais, c'était super intéressant. Et ce projet, ouais, on l'a toujours. Et ouais, c'est assez enrichissant hein, de créer à plusieurs parce qu'on voit aussi les différentes manières de créer des autres. Je sais qu'il y a beaucoup d'auteurs ou même d'autrices qui adorent faire des jeux à plusieurs. Moi, je ne sais pas si c'est ce qui me plaît le plus parce que, bah, en fait,
j'ai un peu l'impression que quand je crée un jeu, moi, ça m'amuse de créer un jeu. C'est un peu mon jouet, mon jeu finalement. Donc là, c'est un peu comme si je confiais mon jouet à quelqu'un d'autre et que je disais joue à ma place, quoi. Je veux dire, je vois pas pourquoi je confierais une partie de ma création à quelqu'un d'autre alors que c'est quelque chose que j'aime faire finalement. Pour l'instant, c'est pas trop quelque chose que je recherche, le co-autorat. Je pense que ça viendra plus tard. Mais ouais, pour l'instant, j'aime bien faire mes projets un peu solo. Quels sont tes jeux de société préférés? Déjà, mon jeu de société préféré, je suis obligé de commencer. Alors, c'est pas vraiment. Ouais, c'est un jeu de cartes à collectionner finalement. C'est un TCG, c'est Yu-Gi-Oh! Parce que c'est grâce à Yu-Gi-Oh! Je pense que j'ai découvert les jeux de manière générale. Donc, Yu-Gi-Oh! Un jeu de cartes à la Pokémon, où il y a un manga, où il y a un animé, où en fait, il joue directement aux cartes. Et donc, c'est-à-dire que les héros de Yu-Gi-Oh! Ce sont des personnes qui jouent. Et ça, je trouvais ça exceptionnel. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas ça dans tous les autres mangas que je regardais, dans tous les autres animes que je regardais. Et donc, vraiment, quand j'étais petit, ça m'a matrixé, Yu-Gi-Oh! J'ai adoré. En plus, il y avait un des personnages qui s'appelait Pegasus qui lui-même créait des jeux. Forcément, j'adorais ce personnage. Et donc, ça, c'est vraiment mon jeu de cœur. Mais là, c'est presque plus de la nostalgie parce que bon, le jeu a beaucoup de problèmes. Mais bon, j'y joue toujours et c'est le jeu, à mon avis, auquel j'ai pu jouer. Mais sinon, pour mon type de jeu plus de société, on va dire, je suis pas quelqu'un qui joue à des jeux experts, généralement, ou initiés. J'aime bien les jeux d'ambiance, les jeux plutôt famille, où tout le monde peut jouer. Et en fait, j'aime bien quand c'est assez proche de l'expérience que le jeu veut fournir. Quand il y a beaucoup, beaucoup de règles, j'ai l'impression que je sais plus trop où donner de la tête. C'est-à-dire, je sais plus trop quelles émotions le jeu doit me faire ressentir. Quelque part, quand on a un jeu assez simple, comme un jeu d'ambiance, comme un jeu familial, c'est très proche des sensations que le jeu veut nous faire ressentir. Donc, je sais pas, qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple de jeu que j'aime beaucoup en ce moment. Bah, j'ai beaucoup joué à Six Salt and Pepper. Il a fait vraiment, tu sais, il a beaucoup fait parler. Enfin, je veux dire, les nombres de ventes de jeux est assez incroyable. Mais là que j'ai découvert à Cannes, bon, bah, encore un jeu de théorière, faut peut-être que je dise des jeux d'un autre auteur, mais j'ai découvert Little Tavern, que j'ai beaucoup aimé parce que pareil, c'est déjà juste le pitch du jeu. En fait, moi j'aime les jeux un peu débiles. Donc déjà juste le pitch du jeu de on incarne une table et notre but c'est qu'il y ait la meilleure tablée possible. Je trouve ça déjà trop drôle quoi. Un jeu où on incarne une table. Moi déjà juste ça comme speed, comme pitch, je trouve ça incroyable et j'ai envie d'y jouer. Et c'est aussi parce que je pense dans mes amis, la plupart de mes amis sont pas très gamers. Je suis obligé d'apporter des jeux simples et vu que ce que je préfère dans le jeu c'est jouer avec des personnes que j'aime bien, bah du coup je joue à des jeux simples aussi. Mais ouais, c'est plus mon type de jeu, je pense. Tu fais aussi des vidéos donc, Ouais, sur YouTube. Est-ce que tu peux en parler et ouais, bien savoir sûr. pourquoi tu le fais? Il y a beaucoup de raisons qui m'ont poussé à faire ma chaîne YouTube. Encore, c'est comme pour les jeux et pour la magie, je pense que ça remonte vraiment dans mon enfance. C'est-à-dire que bah, je suis quand même assez jeune. Il y a 8 9 ans, c'était le début de YouTube. J'avais 10 ans. Donc, c'est-à-dire que j'ai vraiment grandi avec YouTube. À l'époque, j'ai regardé les premières vidéos de Squeezie, de Cyprien. Vraiment, moi, j'adorais ça. Et du coup, j'essayais aussi de refaire des vidéos. Donc, en fait, déjà, quand j'étais petit, je prenais un téléphone qui filmait vite fait ou une vieille caméra et j'essayais de faire des petites vidéos. C'est assez drôle parce que il y a mes parents qui ont retrouvé il y a pas longtemps, ils m'ont montré une vidéo où je dis oui, bonjour, aujourd'hui c'est ma première vidéo YouTube, alors désolé si je suis pas trop à l'aise, etc. Et où je montrais en fait mes cartes Yu-Gi-Oh! Comme quoi tout est lié, je voulais déjà faire des vidéos sur les jeux finalement. Ensuite, le jour où j'ai vraiment pris la décision de lancer ma chaîne YouTube, c'est parce que je me suis dit que les auteurs et les autrices de jeux n'étaient pas assez médiatisés. Euh, Quand on a un musicien, par exemple, enfin, je sais pas moi, un chanteur, quand il sort un disque, tout le monde sait qui est la personne qui a créé la musique. On connaît quasiment toute sa vie maintenant avec les réseaux sociaux. Et on écoute sa musique pour cette raison-là, d'ailleurs. C'est parce qu'on connaît la personne et parce qu'on trouve cette personne sympa, donc on a envie de suivre ce qu'il fait, on a envie de suivre son histoire, son aventure, etc. Bah, je me suis dit, bah, en tant qu'auteur, quelque part, il faut que je fasse un peu la même chose. J'ai l'impression que tous les milieux artistiques font ça, mais que dans le milieu du jeu, il n'y a pas ça. C'est-à-dire que la plupart des auteurs-autrices, bah, finalement, sont chez eux, créent leur jeu et sont jamais allés sur Insta ou Facebook ou n'importe quel autre réseau de leur vie, quoi. Donc moi, je me suis dit, vraiment, je voulais comprendre les réseaux de manière générale,
ça soit YouTube. Du coup, j'ai essayé de faire des chaînes YouTube. J'ai essayé de faire des vidéos sur TikTok. J'ai essayé un peu sur Insta. J'ai essayé sur Facebook. J'ai essayé un peu de partout pour essayer de comprendre, même sur Twitter aussi, pour comprendre un peu toutes les plateformes. Celles qui, même Twitch, hein, j'ai même fait des lives sur Twitch. Je pense que j'ai vraiment un peu tout fait, un peu touché à tout. Mais YouTube, c'est celle où j'ai essayé de faire le plus de choses. Et donc sur YouTube, j'ai lancé une chaîne YouTube sur les jeux de manière générale, où je voulais tester des formats. Parce qu'en fait, sur YouTube, c'est très compliqué de trouver des formats qui fonctionnent. C'est-à-dire qu'à mon avis, il faut tester beaucoup de choses et voir ce qui fonctionne. Donc, au début, c'est ce que j'ai fait. C'est-à-dire que j'ai fait plein de vidéos qui avaient un peu aucun rapport, à chaque fois avec un nouveau format que je testais. Une fois, c'était une vidéo d'analyse, une fois, une vidéo tuto sur comment créer des jeux, une fois, une vidéo plus personnelle où je parlais un peu de mon histoire, voilà. Bon, ce qui fait que du coup, les gens étaient un peu perdus sur ma chaîne parce que bah, ils s'abonnaient. Du coup, ma chaîne, elle n'avait pas comme vocation de vraiment fonctionner pour l'instant. Je voulais juste essayer de comprendre un peu l'algorithme et de comprendre ce que je pouvais faire. Parce que bah, quand les gens s'abonnaient, du coup, ils avaient d'autres vidéos qui n'avaient aucun rapport. Donc, du coup, mes abonnés ne regardaient plus mes vidéos. Et quand YouTube détecte ça, finalement, tu baisses énormément dans tes stats. Et dès que tu sors une nouvelle vidéo, il la propose à personne et tu fais beaucoup moins de vues. Donc, j'ai essayé d'ouvrir une autre chaîne YouTube, par exemple, où j'ai fait un format. Je m'entraînais un peu au montage vidéo. Donc là, c'était plus storytelling, où je racontais un peu des histoires sur comment avaient été créés les jeux, sur comment un jeu était devenu populaire. J'avais fait une vidéo sur Pokémon. J'avais fait une vidéo sur Marvel Snap. J'avais fait une vidéo sur Keyforge. Sur Yu-Gi, non, Yu-Gi-Oh, je l'avais pas fait. Ouais. J'avais fait plusieurs sur les IA aussi. Bon, bref, j'essaie de traiter un peu des sujets comme ça. Si je voulais faire une chaîne YouTube, c'était un parce que ça m'amuse et parce que j'ai toujours aimé YouTube, et deux parce que je pense que c'est important d'être médiatisé en tant qu'auteur. Donc, par la suite, alors là, en ce moment, pour plein de raisons un peu personnelles, parce que en fait, je suis à la fac et donc du coup, j'ai dû déménager sur Grenoble. Où, du coup, là, j'ai plus d'endroit où je peux tourner mes vidéos. C'est un peu compliqué. Je vais redéménager, donc un peu galère pour faire des vidéos en ce moment. Mais je pense vraiment reprendre ma chaîne YouTube, peut-être plus dans un format où justement, je vais expliquer comment créer des jeux, parce qu'a priori, c'est ce qui a le plus plu. Ça me plu beaucoup plus que ce que je pensais. Donc, j'ai vraiment beaucoup de messages hein, après cette vidéo sur comment créer des jeux de personnes qui me demandaient des conseils. Je vais essayer de trouver le bon angle pour aborder ça. Ça fait pas mal de temps que je réfléchis sur comment aborder ça, mais je pense que ça va vraiment être la direction de ma chaîne YouTube à partir de maintenant. Ça va être sur la création de jeux du point de vue de quelqu'un qui n'a encore pas édité de jeu. Donc, du coup, l'objectif, c'est un peu que je vous explique ce que je suis en train de comprendre. Dès que je comprends quelque chose, je vous dis, OK, là, je viens de comprendre un nouveau truc. Je veux pas non plus parce qu'il y a aussi un truc de légitimité, je suis personne pour dire comment créer des jeux. Si Théo Rivière lance une chaîne YouTube demain, ok, il est quelqu'un, il a le droit. Mais bon, moi, c'est compliqué. Donc du coup, le but, c'est plus que les gens suivent mon histoire, suivent mon parcours et suivent ce que j'arrive petit à petit à comprendre. Je pense que je vais l'aborder sur cet angle-là. T'arrivais à en publier régulièrement auparavant ou pas? Au tout début de ma chaîne, j'avais pas trop de rythme, mais j'ai publié, je crois que j'ai fait, ouais, bah en fait j'ai supprimé pas mal de vidéos de ma chaîne, enfin je les ai mis en non répertorié, ou il y en a même que j'ai supprimé, je crois. Mais ouais, je suis arrivé quand même à être un peu régulier. Donc c'était il y a un an et demi à peu près. Et à un moment, j'ai lancé une nouvelle chaîne où là, je voulais faire un peu, parce qu'en ce moment, sur YouTube, c'est beaucoup la mode du storytelling, donc de Mm. raconter des histoires. Euh, et moi, c'est quelque chose que j'aime bien faire parce que j'aime bien parler généralement. Donc, du coup, le storytelling, c'est quelque chose qui me parle, un format dans lequel je me sentais assez à l'aise. Je me suis dit, OK, je vais essayer du storytelling sur les jeux de société. Ça se faisait beaucoup sur les jeux vidéo. Je me suis dit, bah, pourquoi pas le faire sur les jeux de société? J'ai fait une première vidéo et je me suis dit, là, il faut vraiment que j'ai un vrai rythme, il faut que j'ai un bon montage. Je me suis dit, je vais faire une vidéo toutes les 2 semaines. Sauf que j'ai fait 4 vidéos comme ça. Je me suis rendu compte que ça demandait beaucoup de travail. Parce que Mm. plus j'apprenais de choses, plus le montage me prenait du temps. Au début, j'avais pas de musique. J'ai rajouté de la musique. Juste rajouter la musique, je me suis dit, ah, ok. Donc quand on rajoute la musique, il faut qu'elle change au bon moment et tout. Ok, c'est beaucoup plus long, ça rajoute plusieurs heures de montage. Après, je me suis dit, ok, il faut que je rajoute des bruitages aussi. Je n'avais pas mis les bruitages. Les transitions entre les différents plans, bref. Plein de choses qui font que je passais à peu près 15 heures, je pense, à monter une vidéo. Vu que bah, j'ai beaucoup d'autres passions. Euh, Ma passion de base, c'est créer des jeux. Ma deuxième passion, c'est faire de la magie. Ma troisième passion, c'est ma chaîne YouTube, on va dire. J'ai encore plein d'autres passions. Donc, c'était compliqué de passer 15 heures. Donc, ouais, ça faisait 7-8 heures par semaine, quoi, pour ma chaîne YouTube. Donc, je me suis dit, OK, je vais essayer une vidéo toutes les 3 semaines. Bon, j'ai continué. Au bout d'un moment, j'ai arrêté. La chaîne a plutôt bien marché. Je tournais à peu près à 1200, 1500 vues par vidéo. Donc, c'était plutôt pas mal. Mais pour le nombre d'heures
que ça me demandait. Je me suis dit, bon, ok, j'arrête. Et puis en plus, j'ai déménagé. Donc du coup, finalement, j'ai plus trop pu continuer mes vidéos. C'était un peu compliqué. Même si au début, j'avais anticipé ça parce que je m'étais dit, je vais faire toutes mes vidéos en voix off petit à petit. Au début, il y avait un petit peu des plans de mon visage. Puis petit à petit, je me suis dit, ok, je vais avoir que des images d'archives. Je vais faire tout en voix off. Comme ça, le jour où je déménage, je pourrai continuer mes vidéos le temps que j'ai un décor. Bon, finalement, ça s'est pas fait. Je reprendrai, mais je pense que cette chaîne, je pense que je vais l'abandonner et que je vais plus partir sur la direction un peu game design, tuto sur comment créer des jeux. Parce que je pense que c'est quelque chose qui manque beaucoup sur YouTube et quelque chose que j'aurais beaucoup aimé avoir. Il y a le podcast, bah, si je peux vous conseiller un peu des choses, si ça vous intéresse, il y a le podcast 6388 de Théo Rivière et Zéphiriel qui est incroyable. Je me rends compte que je fais que parler de Théo Rivière, il va falloir vraiment que j'arrête. Mais bon, pareil, hein, il fait aussi Prototypes, qui est une émission sur Twitch en live qui est super. Bruno Catala a aussi un site internet où il y a des très bons conseils. Mais sinon, il n'y a pas grand-chose d'autre. Vraiment, je pense que là, j'ai cité tout ce que j'ai pu regarder, quoi. Sur vraiment comment créer des jeux, c'est compliqué de trouver, quoi. Souvent très, très long, quoi. Parce qu'un podcast, bon, c'est 1 heure et demie, il y en a beaucoup. J'aimerais bien un format plus court, quoi, et plus condensé. Est-ce que tu peux donner des astuces pour éviter de lire les règles d'un jeu de société? Pour éviter de lire les règles d'un jeu de société, attendez que quelqu'un d'autre les lise. Je pense que c'est une bonne astuce. Je pense que les vidéos, c'est bien aujourd'hui. Il y a beaucoup de vidéos d'explications sur YouTube qui sont assez courtes. Après, moi, j'avoue que je lis toujours quand même les règles de jeu de société. Les vidéos, je crois que je suis pas très fan des vidéos explications de règles, souvent. Je suis plus fan des vidéos qui pitchent des jeux. En fait, il y a aussi quelque chose que je me rends compte, c'est que souvent, on me les explique les règles. Ça sert à que je les lise parce que je joue la plupart du temps en festival. Et en festival, on m'explique les règles. Je pense que vraiment, festival, en café-jeu, pareil, on peut vous expliquer les règles. Parce que j'ai l'impression que je comprends un peu moins bien quand je regarde une vidéo d'explication. Et aussi, souvent, il peut y avoir des petites erreurs. Bon, après, c'est bien, il y a les commentaires pour savoir les petites erreurs qui ont été faites. Les vidéos, je pense, c'est un bon format, mais à mon avis, ce qui sera le mieux dans le futur, si un jour on y arrive, ce sera un format où on aura plutôt des tutoriels sur comment on joue. Alors encore une fois, s'il y a des applications qui se développent, c'est très simple de faire un tutoriel qui fonctionne pour apprendre toutes les règles du jeu, quoi. Donc c'est une sorte de partie un peu test, une partie zéro du jeu, qui fait que vous pouvez comprendre les règles principales du jeu. Je pense que ça, ce sera le mieux, parce que c'est vrai qu'actuellement, dans les jeux vidéo, il n'y a pas de règles, et enfin, on les apprend en jouant, quoi. Et tant mieux, parce que c'est quand même pas l'aspect le plus plaisant de lire les règles qu'on nous explique, quoi. Quelles sont les solutions que tu proposes bah, justement aux joueurs pour créer des prototypes ou même pour aller à la rencontre des éditeurs? Quelles sont les solutions que tu leur partagerais? Je pense que ce qui est important quand quelqu'un crée un jeu pour la première fois, déjà, c'est important de se lancer, je pense, au début, et de se dire, OK, je sais pas créer des jeux, mais c'est pas grave, tout le monde a commencé par là, je crée mon premier jeu. Ensuite, comme je l'ai dit, c'était un petit peu mon conseil de tout à l'heure, d'essayer d'être sur plein de projets à la fois, d'essayer de créer plein de jeux à la fois. Et une fois qu'un de vos jeux, vous sentez qu'il est prêt, vous sentez que là, vous bloquez, vous êtes à un stade où vous savez plus quoi faire, c'est important d'essayer de trouver des éditeurs qui font à peu près les mêmes jeux que le vôtre. Par exemple, vous faites un jeu familial, qui dure 20 minutes, eh bien, essayez de voir quel autre jeu familial qui dure 20 minutes a été édité il y a pas longtemps, on va dire est sorti il y a pas longtemps en boutique, et regardez quel éditeur l'a fait. Vous pouvez trouver ces infos sur Internet assez facilement, hein, sur les boutiques, même moi je sais que je vais souvent sur Philibert par exemple, parce que c'est souvent bien référencé. Et une fois que vous avez le nom de l'éditeur, vous pouvez du coup le contacter par mail en fait en passant par son site internet. Et pour le contact, dites-vous que ça va être compliqué parce qu'un éditeur, il y a des chiffres qui ont été publiés par exemple d'un éditeur, je ne sais plus de qui exactement, mais qui disait recevoir 4000 mails, 4000 propositions de prototypes par an et d'en éditer 4. Votre chance d'éditer un jeu quand vous envoyez votre jeu à un éditeur, elle est de 0,1%. C'est-à-dire que votre jeu doit être le meilleur parmi tous les prototypes, doit être le 0,1% des meilleurs jeux. Vu comme ça peut faire peur, mais c'est pas grave. Je pense qu'il faut quand même se lancer. Il faut quand même contacter des éditeurs. La plupart du temps, dites-vous que c'est normal si vous n'avez pas de réponse. Et mettez-vous pas la pression sur ça. La plupart des éditeurs ne vous répondront pas. Pour augmenter un peu vos chances pour avoir des réponses, essayez d'avoir des mails le plus court possible. Donc, dans votre mail, il faut qu'il y ait le type de jeu, ambiance familiale, initié, expert, un de ces types de jeux-là. Vous mettez ça dans les caractéristiques. Il faut que l'éditeur puisse trouver le temps de partie du jeu et le nombre de joueurs. Une fois qu'il y a ça, vous pouvez mettre vite fait un pitch du jeu, genre la règle importante de votre jeu, le petit twist, le petit truc qui fait que ça peut intéresser l'éditeur, et faites une petite vidéo. Quand je dis petite, c'est 3 minutes. Vous pouvez faire une vidéo filmée au téléphone, on s'en fiche.
Il faut juste que ça dure 2-3 minutes maximum. Si vous ne pouvez pas expliquer toutes les règles, c'est pas grave. On s'en fiche. Ce qui compte, c'est juste que l'éditeur, quand il voit votre mail, il se dise j'ai envie de cliquer sur la vidéo. Et quand ils cliquent sur la vidéo, ils se disent j'ai envie de recontacter cette personne. Et une fois qu'il vous a recontacté, peut-être que vous aurez un rendez-vous. Et les rendez-vous, c'est sur les festivals. À ce moment-là, l'éditeur, il va tester votre jeu. Lorsqu'il teste votre jeu, il va vous faire des retours. Donc déjà, c'est toujours bon à prendre. C'est-à-dire que quand vous avez un rendez-vous, votre objectif, c'est pas de signer le jeu, c'est d'avoir des retours. Il faut vraiment partir avec cet état d'esprit, je pense que c'est important. Et donc une fois que vous avez des retours, bah, c'est cool, vous pouvez avancer sur votre jeu. Peut-être qu'un jour, l'éditeur, il se dira, OK, le jeu m'intéresse, ça m'est déjà arrivé, je le garde, je vais le retester et je vous recontacte. S'il garde le jeu, c'est généralement très bien avancé, hein. Mais ça ne veut pas encore dire qu'il va signer votre jeu. Ça m'est déjà arrivé hein, d'avoir des éditeurs qui gardent mes jeux et ce n'est pas pour autant que j'ai signé. Donc, il va retester le jeu chez lui, etc. Et il va vous faire des retours encore plus complets. Donc ça, c'est un peu pour le processus. C'est important de l'avoir en tête. Et du coup, ouais, voilà, c'est un peu mon conseil pour contacter un éditeur. Est-ce que tu participes à d'autres festivals de jeux? Ouais, les festivals les plus importants de l'année, je pense que c'est quelque chose d'important un peu à avoir en tête. Bon, il y a Cannes, évidemment. C'est le rendez-vous à ne pas manquer. C'est là qu'il y a tous les éditeurs et c'est là que vous aurez le plus de rendez-vous, vraiment. Parce que vraiment, c'est prévu pour. C'est-à-dire que tous les éditeurs, il y a des animateurs sur leur stand et eux, ils font les rendez-vous. Ils ont même des fois sur leur stand des endroits spéciaux pour les rendez-vous. Et il y a des zones spéciales pour les rendez-vous. Donc Cannes, c'est le plus important. Il y a Paris et Ludique. Alors cette année, je crois que c'est annulé avec les JO, donc je suis un peu dégoûté. J'aurais préféré qu'ils annulent les JO que Paris et Ludique quand même, mais bon, ils ont choisi les JO, tant pis. Mais donc du coup, il y a Paris et Ludique, qui est un très bon festival. Il y a le Flip aussi. Le Flip, alors c'est super parce que ça dure 2 semaines, donc en fait, il y a très peu de monde. À chaque fois, il y a beaucoup de monde au global, mais vu que ça s'étale sur 2 semaines, ça fait que les éditeurs sont très accessibles. Et là, pour le coup, c'est peut-être pour le seul festival où je peux vous conseiller ça, mais même si vous n'avez pas de rendez-vous, n'hésitez pas à aller voir les éditeurs. Parce que, bon, faut pas les saouler, etc. hein. Si vous voyez qu'ils ont autre chose à faire, faites pas la personne relou. Mais vous pouvez aller voir les éditeurs même sans rendez-vous et leur montrer des jeux. Sur le flip, c'est possible et ça, c'est vraiment très bien. Après, il y a Vichy aussi, à côté de Grenoble. Bon, à Grenoble, il y a Place au jeu, mais c'est un petit festival, celui de Grenoble mais où je vais souvent. Il y a Octogone à Lyon. Bon, après, il y a plein de festivals, mais ils sont un peu plus petits. Bon, je dirais les principaux quand même, ça reste. Bon, ici aussi, je n'ai pas cité Essen en Allemagne. J'y suis allé une fois à Essen pour mes 18 ans. En fait, l'histoire est cool. En fait, tous mes amis s'étaient réunis un peu en secret et avaient tous participé pour pouvoir m'offrir le voyage pour aller à Essen. Parce que voilà, ils savaient que j'avais trop envie d'y aller, mais bon, je ne pouvais pas. Et donc, du coup, j'ai pu aller à Essen avec des amis et ça, c'était un très beau souvenir pour mes 18 ans. Donc, ouais, voilà, les principaux, c'est Essen, Cannes, le Flip, Paris-Lévesque et Vichy. Je dirais, c'est un peu les principaux. Ah, il y a aussi la chimie du jeu à Toulouse. Il y a trop de festivals bien. Je les fais pas tous tout le temps, hein, mais dès que je peux, j'essaie d'y aller, ouais. Quelle est la définition que tu donnerais du mot joueur? Ah, du mot joueur. Ah, c'est intéressant. Parce que souvent, on demande la définition d'un jeu. Mais je pense qu'en général, les personnes qui aiment jouer, je pense qu'il y a aussi une constante un peu dans. Bon, parce qu'une personne qui joue, c'est quelqu'un qui fait un jeu, quoi. Mais je pense qu'il y a un peu une constante qui est assez intéressante parmi les joueurs. C'est que c'est des personnes assez curieuses, j'ai l'impression, souvent, qui aiment un peu explorer, qui aiment découvrir un peu par eux-mêmes. Et du coup, je trouve que ça fait des personnes assez intéressantes, finalement. Et c'est pour ça que je suis toujours très content d'aller en festival parce que je fais quasiment que des bonnes rencontres. Parce que c'est souvent des personnes assez ouvertes d'esprit aussi dans le milieu du jeu. Bon, après, il y a toujours des exceptions, hein, on ne peut pas faire de généralité. Non, mais je pense que quand même, il y a quand même un truc de quand on a envie de vivre une nouvelle expérience, d'être autour d'une table, de partager des moments avec les autres, je pense qu'on est forcément quelqu'un d'un peu curieux. Je pense qu'il y a un peu cette constante-là, la curiosité. Bah, en tout cas, merci pour tout, Baptiste. Ouais. Bah, merci à toi, franchement, c'était génial hein, comme interview. Je pense que c'est bien d'avoir un long format comme ça, on peut bien développer des idées. Mm. J'espère que je ne suis pas parti trop dans tous les sens. Non, c'est bien. En fait, ce qui est top, c'est que tu es en train de vivre et on le ressent vraiment. Tu es vraiment en train Ouais, de vivre tes je suis prototypes. vraiment passionné, bah oui, Et c'est sûr. tu es vraiment dedans. Et je pense que c'est ce qui manque bah, sur YouTube parce que souvent, quand on crée comment créer des jeux de société, bah, on n'arrive Mm, pas vraiment à répondre à cette c'est question sûr. parce que les auteurs sont déjà connus et Ouais, du coup, ils sont plus dans le début. Alors que ouais. toi, tu es en plein dedans et on est en train
comprendre et de vivre. Et du coup, je trouve que l'idée, elle passe encore plus. Et c'est pour Mm, ça que ta chaîne YouTube, je la trouvais bien parce que je dis, purée, mm. il est en plein dedans, quoi. Il est Ouais, en train de nous montrer ses ça. échecs et ça nous parle vraiment. Et du coup, tu peux vraiment aider les autres. Alors que Ouais. quand tu as déjà réussi, bah, t'es plus vraiment dedans parce que tu connais et tu sais plus le début. Et c'est pour ça que pas à pas, Mm. y aller petit à petit, bah, c'est bien de te filmer euh, Ouais, pendant ce que ouais, tu clairement. fais parce qu'on voit ton évolution, quoi. Clairement, mais j'ai vu que les gens trouvaient ça assez intéressant et c'est vraiment l'angle par lequel j'aimerais vraiment, en fait, j'aimerais vraiment lancer ma chaîne YouTube sur cet angle-là, justement. Sur cet angle de suivez un petit peu mes aventures et venez, on apprend tous ensemble, quoi. C'est-à-dire que, ok, moi, pour l'instant, je sais peut-être un petit peu plus de choses que la personne qui débute vraiment, parce que j'ai C'est peut-être ça. allez, 1 ou 2 années Mm, d'expérience de plus, mais c'est vraiment que dalle, quoi. Et mm, donc, du coup, ouais, c'est apprenons tous ensemble, quoi. C'est un mm. peu le mot de ma chaîne YouTube, quoi. Bon, bah merci. Bon, et bah, merci à toi. Bon, bah je t'embête pas plus. Merci pour tout. Ouais, bah, merci à toi, franchement, c'était génial. Et Bon continue ce que tu courage, fais, franchement, c'est trop bon bien. courage pour tes prototypes. Je sais pas si t'as Merci. fait le prochain festival que tu veux faire, c'est... Je pense que ce sera, si je peux y aller, ce sera à Toulouse, l'alchimie du jeu, en Ok, mai. ok, Ouais, le 3 mai, je crois que c'est. ok. Je crois que c'est le plus proche. Bah, Après, sinon, c'est tout juin, c'est tout juillet plutôt. ok. Il y a le flip périodique. Bah, bon courage pour la suite, du coup. Ouais, et bah, toi aussi. Bon courage pour tes prochaines interviews. Salut! Merci, salut. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous souhaitez nous soutenir, bah, vous pouvez mettre un pouce ou vous abonner pour nous suivre. Et on vous offre en cadeau un bonus, à savoir les 6 astuces pour éviter de lire les règles d'un jeu de société. Donc voilà, on vous le met en dessous de cette vidéo. Et puis bah, je vous dis à la prochaine. Si vous avez des questions par rapport à cette vidéo ou autre, bah, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Voilà, à la prochaine. Et maintenant, c'est à vous de jouer.